Si je vous disais que prendre l'avion ou manger du bœuf n'était pas très vertueux pour votre empreinte carbone, je ne vous apprendrai certainement pas grand-chose. Au-delà de ces deux éléments dont on entend énormément parler, on peut voir fleurir sur le feed de nos réseaux sociaux énormément d'articles nous indiquant que tel ou tel secteur fait partie des plus polluants au monde. Alors c'est vrai que notre système de production et de consommation est complexe et composé d'éléments extrêmement variés. S'il est important de comprendre l'impact climatique de chacun de ces éléments, on peut parfois s'y perdre lorsque l'on cherche à comprendre comment se composent réellement les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Essayons d'y voir un petit peu plus clair en analysant ensemble les 5 secteurs contribuant le plus à la crise climatique. Bon, pour la déforestation, vous avez l'image. On détruit la masse forestière pour récupérer des terrains afin de les transformer principalement en champs ou en pâturage. Le changement d'utilisation des terres est un concept un petit peu plus large puisqu'il inclut la déforestation certes, mais aussi l'expansion urbaine, l'asséchage des zones humides ou le défrichement pour l'exploitation minière. La déforestation et le changement d'utilisation des terres pourraient être responsables d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère pré-industrielle. Ces émissions proviennent avant tout de la destruction des forêts qui constituent d'importants puits de carbone. Lors de la coupe ou de la combustion des arbres, on libère tout le carbone stocké dans leur biomasse qui est relâché sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane. Par la suite, les résidus des arbres, comme les feuilles ou les racines, vont lentement se décomposer en libérant progressivement du carbone. Enfin, les sols forestiers, qui sont également très riches en carbone, vont être affectés par la déforestation et libérer les gaz qu'ils contiennent. Ce phénomène est encore pire si la zone est transformée en exploitation agricole ou minière, car le sol va probablement être retourné en profondeur, libérant ainsi davantage de carbone. Non seulement la déforestation et le changement d'utilisation des terres ont une empreinte carbone très élevée, mais ils diminuent également la résilience climatique, car ils augmentent les risques de désertification et d'inondation. Le développement des transports modernes, avec l'adoption de la voiture individuelle notamment, ont largement contribué à l'accroissement des gaz à effet de serre de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Les transports représenteraient plus de 16% de nos émissions, dont les 3/4 seraient imputables au transport routier, incluant donc les voitures, les camions et les bus, encore alimentés majoritairement par des carburants fossiles. Vient ensuite le transport maritime et fluvial, qui sert énormément pour le fret qui achemine une majeure partie du commerce mondial. C'est un transport qui repose sur des carburants très lourds à forte teneur en carbone. Enfin, vient l'aviation, secteur responsable à lui tout seul de 2,5% des émissions globales de CO2 et qui connaît une très forte croissance, surtout en ce qui concerne les vols long courriers. En plus des gaz à effet de serre que l'on connaît, les avions produisent également des NOx, des composés chimiques qui attaquent la couche d'ozone censée nous protéger des rayons du soleil, participant ainsi à l'effet de serre. Les avions laissent aussi derrière eux des traînées de condensation, les fameuses traces blanches que l'on peut observer dans le ciel, qui dans certaines conditions atmosphériques peuvent se transformer en nuages cirrus, un type de nuage ayant un effet réchauffant sur le climat. Ces effets, dits effets hors CO2, sont difficiles à quantifier, mais certaines études récentes suggèrent qu'on pourrait doubler, voire tripler l'impact sur le climat qu'ont les émissions de CO2 du secteur de l'aviation. Bref, un bilan plutôt catastrophique. Jusqu'ici, on a parlé des transports uniquement dans leur utilisation. Mais pour comprendre l'impact climatique de ce secteur, il faut considérer des choses beaucoup plus larges. La flotte mondiale de voitures, on parle ici d'1,4 milliard de véhicules, auxquels il faut ajouter les bus, les bateaux, les avions, exige l'extraction et la transformation de quantités de ressources gigantesques, notamment en termes de métaux. Même chose pour tous les hydrocarbures qui alimentent ces véhicules, qui doivent être extraits, raffinés et distribués sur l'ensemble de la planète. Enfin, la construction de l'ensemble des routes sur lesquelles ces véhicules circulent, soit plus de 21 millions de kilomètres de routes, sans compter les parkings, est aussi à prendre en compte puisque des industries comme celle du bitume et de l'asphalte ont recours à des procédés émettant de grandes quantités de gaz à effet de serre. Bon alors vous allez me dire, l'industrie c'est un domaine très large parce que ça regroupe des activités extrêmement variées. Pour définir ce qu'est l'industrie, on pourrait la diviser ici en 3 sous-secteurs. L'industrie extractive, qui consiste à exploiter les ressources naturelles, comme les minerais ou les hydrocarbures. Les industries lourdes, comme la métallurgie ou la chimie, qui transforment ces matières premières en produits exploitables. Et l'industrie manufacturière, qui consiste à fabriquer des biens de consommation et d'équipement. On estime que 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont générées par l'industrie. Parmi les industries les plus émettrices, on peut citer les suivantes.
La fabrication du ciment représente à elle toute seule environ 8% des émissions mondiales à cause de la calcination du calcaire, un processus libérant directement du dioxyde de carbone. L'acier et l'aluminium sont des matériaux qui nécessitent, pour être transformés, d'être fondus à des températures très élevées obtenues grâce à des combustibles fossiles, principalement le charbon. On peut également citer la fabrication des produits chimiques et plastiques qui impliquent des réactions chimiques émettrices de gaz à effet de serre, mais aussi les industries du papier, du textile ou encore du verre, qui sont très énergivores. L'ensemble de ces industries dépendent elles-mêmes de l'industrie extractive qui exige d'extraire et de raffiner des ressources dont la demande croît continuellement, notamment de la part des économies émergentes. Ce qu'il y a dans nos assiettes n'est pas en reste non plus quant à notre empreinte carbone. 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre viendraient en effet de l'élevage et de l'agriculture. Bon, surtout de l'élevage en fait. Parmi les animaux d'élevage, un est particulièrement problématique quant à son empreinte carbone. Vous l'aurez deviné, il s'agit du bœuf. À lui tout seul, l'élevage bovin représente plus de 40% des émissions du secteur agricole. La digestion de ce ruminant produit du méthane, un gaz ayant un effet de serre 25 fois supérieur à celui du CO2, qu'il relâche sous forme de paix ou de rots, ce qui est vrai aussi dans des proportions bien moindres pour les autres ruminants. Une autre source importante de méthane provient de la décomposition des déjections animales, notamment parce que celles-ci sont souvent stockées dans des milieux anaérobies, c'est-à-dire privés d'oxygène dans des fossalisiers. Ici, ce sont surtout les déjections des porcs qui sont championnes en la matière. Au-delà des productions de méthane, il faut considérer les quantités massives de produits agricoles nécessaires pour produire tout ce bétail. Actuellement, 50% de la surface habitable est dédiée à l'agriculture, dont plus de 80% est liée directement ou indirectement à la production de viande. L'exploitation de toutes ces terres agricoles nécessite l'utilisation de machines agricoles qui produisent du CO2. Pour qu'elle reste continuellement fertile, l'agriculture intensive a aussi recours aux engrais azotés qui, lorsqu'ils se dégradent, libèrent du protoxyde d'azote, un gaz à l'effet réchauffant 300 fois supérieur au CO2. Sans compter que la déforestation dont on a parlé précédemment est directement liée à l'expansion de l'élevage. Encore une fois, un sacré bilan carbone. Ce ne sera certainement pas une surprise pour vous, la majorité de nos émissions proviennent de la production d'électricité et de chaleur. Elles représenteraient environ 40% de nos émissions globales de gaz à effet de serre. La production d'électricité et de chaleur peut provenir de différentes sources et toutes produisent à différentes échelles des émissions de gaz carbonique. Même des éoliennes ou des panneaux solaires requièrent des installations en termes de béton ou de minerais et aucune source d'énergie n'est totalement carboneutre. Toutefois, il existe une très claire hiérarchie entre ces sources d'énergie, et il apparaît que les ressources fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, émettent beaucoup plus que les autres. Utilisés comme combustible pour produire de la chaleur qui sera utilisée directement ou transformée en électricité, leur combustion produit des quantités importantes de CO2, voire d'autres gaz à effet de serre en plus petite quantité. Et même parmi ces trois sources d'énergie, une parmi elles se distingue particulièrement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. J'ai nommé ici le charbon. Les centrales à charbon sont en effet responsables de près de 70% des émissions du secteur et de plus de 30% de l'ensemble des émissions. Bien que son utilisation soit de plus en plus remise en question par la transition énergétique et la compétitivité économique des énergies renouvelables, il reste la source d'électricité dominante dans de nombreux pays comme l'Inde ou la Chine. Sa consommation mondiale a atteint un record en 2023 qui pourrait être battu en 2024 du fait de la croissance de la demande énergétique, notamment des pays émergents. C'est un peu le problème du secteur de l'énergie face à la nécessité d'une transition pour répondre aux enjeux climatiques. La demande énergétique augmente tellement vite que toutes les sources d'énergie progressent, qu'elles soient renouvelables ou fossiles. Alors je sais ce que vous allez me dire, si on additionne l'ensemble de ces émissions, on dépasse largement les 100%. Et oui, vous avez raison. Le problème, quand on procède à ce genre de catégorisation des émissions par secteur, c'est que beaucoup de ces émissions ne peuvent être classées que dans une catégorie. Il y a beaucoup d'overlap, par exemple, entre les émissions du secteur de l'énergie et celles de l'industrie. De nombreuses usines, comme les usines de métallurgie par exemple, brûlent hydrocarbures et combustibles directement sur place pour fonctionner. Et les émissions produites sont à la fois rattachées au secteur de l'industrie et à celle de l'énergie. La fabrication des routes, qui dépend d'industries comme celle de l'asphalte, peut également voir ses émissions attribuées à l'industrie, celle de l'asphalte, et au secteur des transports. Bref, chaque domaine est connecté à une chaîne d'approvisionnement qui dépasse largement son secteur. Il est ainsi difficile de quantifier et de catégoriser beaucoup des émissions de gaz à effet de serre. Le but de cette vidéo était avant tout de vous donner un aperçu des ordres de grandeur concernant la composition globale des émissions carbone. Merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous l'avez trouvée instructive. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.